Interview exclusive de Denis Jaffré, l'inventeur du piège sélectif pour les frelons asiatiques Jabprod, qui va nous parler du frelon asiatique, de sa carrière, faire un petit résumé de comment il en est arrivé là, et vous parler de la transmission de son entreprise. Allez, à de suite. J'ai bientôt 70 ans, dans quelques jours, là, à Noël. Voilà. Donc, je suis tombé dans une marmite de l'apiculture et de la nature dans les années 60, on va dire, quand mon père avait quelques ruches au fond du jardin. 2016, je me suis fait détruire la moitié de mes colonies, autrement dit 50 ruches. Que tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Moi, je n'utilise aucun insecticide depuis 13 ans. On espère juste qu'un investisseur se dise tiens, moi je veux bien acheter l'entreprise, en sachant qu'on va la vendre à un prix que c'est carrément au prix coûtant. Mmh. C'est-à-dire que moi je veux qu'elle se perpétue. Et voilà. Bon, comment ça va? Ça va plutôt bien. Maintenant, je suis content que voilà, qu'il y ait des gens qui s'intéressent un peu à ce que je fais, même si il y a déjà des conférences qui sont programmées dès le mois de janvier. Il y en a 2 en janvier, il y en a une autre en mars. Ouais. Je suis au concours général agricole dans le cadre du salon de l'agriculture aussi pour l'évaluation des miels de France. Ouais. Donc tout ça, c'est toujours intéressant en tant qu'apiculteur qui s'intéresse vraiment à la question de l'apiculture. C'est utile. Bon, je vais quand même me présenter. Oui. Certains te connaissent, mais tout le monde ne te connaît pas, donc voilà. C'est ça. Donc, moi, j'ai bientôt 70 ans, dans quelques jours, là, à Noël. Voilà. Donc, je suis tombé dans une marmite de l'apiculture et de la nature dans les années 60, on va dire, quand mon père avait quelques ruches au fond du jardin. Depuis, ça ne m'a jamais quitté. Donc, je suis passé par toutes les étapes. Alors, bien sûr, je n'en ai pas fait mon métier au départ parce que j'ai été marin. J'ai travaillé pendant 30 ans dans la Marine nationale. Et donc, je suis allé un peu partout sur la planète. J'étais toujours curieux de ce que je voyais. J'ai d'ailleurs quelques milliers de photos que pratiquement personne n'a vues puisque chacun est parti de son côté. J'ai eu 4 enfants, mais c'était une vie un peu trépidante. Et puis, ma foi, quand je ne serai plus là, ils pourront regarder un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Donc, voilà, donc intéressé forcément par la nature. C'est peut-être pas pour rien que j'ai 2 fils qui sont maintenant écologues, dont un qui est ingénieur et l'autre qui est docteur, mais tellement qualifié qu'il n'a pas trouvé de travail en France. Il a dû s'expatrier au Canada, donc il est au Québec et il travaille pour la préservation de la biodiversité en milieu forestier. D'accord. Donc, c'est un job vraiment qui prend très bien sur sa vocation qu'il a de travailler sur la biodiversité au sens large. Voilà. Métier passion et métier utile, surtout ces périodes sombres pour la biodiversité, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et tout particulièrement en ce moment, où on voit tellement de choses qui vont à l'encontre de tout ça. Exactement. Alors, je suis content quelque part d'évoquer un peu tout mon parcours avec toi, pourquoi pas. Hein. Ouais. Il y a des articles, bien sûr, qui paraissent de temps à autre. Tu en as vu un récemment qui montre que voilà, il y a une étape un peu qui est franchie là, et on va continuer à avancer malgré tout dans cette histoire un peu compliquée. Oui, donc pour me présenter, je suis donc apiculteur maintenant. Je suis passé par une étape, on va dire, professionnelle parce que ma passion a été un peu, on va dire, dévorante et je suis monté jusqu'à 120 ruches avec toujours en tête de me dire, voilà, on a des problèmes dans l'apiculture, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour arriver à avoir on va dire, des solutions pour lutter contre ce qui pose problème à l'apiculture. Tu as commencé par le frelon asiatique ou tu as commencé par d'autres problèmes un petit peu avant? Tu es passé par quoi comme problème du coup? Oui, alors ça a commencé par les problèmes du varroa. Ouais. Le varroa. Donc le varroa, j'ai commencé à travailler sur la tolérance et la résistance de l'abeille, des souches d'abeilles locales contre le parasite. Mmh. J'ai participé à un plan d'expérimentation qui s'appelait Bee Strong, qui a été initié par
Par l'ITSAP, oui, en lien direct avec l'INRA d'Avignon. Je me suis rendu à 2 reprises à Avignon justement pour cette expérimentation. J'en ai un petit peu été déçu parce qu'on n'a pas travaillé sur le même registre de suivi des colonies. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'était d'avancer sur cette problématique qui en est toujours une à l'heure d'aujourd'hui. Et même si on dit ici ou là que il y a des souches résistantes, tolérantes aux parasites, tant mieux. C'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler pour continuer à sélectionner. Sur de la sélection génétique. Sur la sélection génétique qui est en lien avec la tolérance et la résistance des abeilles à ce fléau qui reste un fléau malgré tout. Voilà. Oui. Ça, c'était la première chose. Après, voilà, comme j'étais très impliqué dans la partie apicole, dès que je suis arrivé en retraite dans les années 2000, j'ai été invité par des collègues apiculteurs à me lancer dans l'action associative. Ouais. Et donc, à ce titre-là, je me suis retrouvé à devenir très rapidement président du syndicat des apiculteurs du Finistère. Et je le suis resté pendant 6 ans. Tout ça m'a permis de côtoyer le milieu professionnel, le milieu plus large de l'apiculture à tous les niveaux, qu'il s'agisse du niveau amateur ou plutôt de loisirs, on peut appeler les choses comme ça. Les gens qui sont plus réactifs, ce que j'étais à l'époque. Et puis jusqu'au niveau professionnel avec toutes les contraintes qui sont liées à l'activité professionnelle de l'apiculture. D'accord. Donc, je suis passé entre tout ça. Ça m'a permis de me forger des idées, des convictions. Il fallait continuer à avancer sur toutes ces problématiques. Et lorsque, en 2016, je me suis fait détruire la moitié de mes colonies, autrement dit 50 ruches. Le frelon asiatique est arrivé. C'était le frelon asiatique qui prenait de l'ampleur chez nous. Il est arrivé en 2011 chez nous. Et c'est qu'en 2016 où là, vraiment, ça a été la catastrophe, où il avait déjà pris une ampleur phénoménale. Oui. Donc, en moins de 5 ans, il s'est retrouvé être le gros problème qui s'est posé à nous en Finistère. Puisque le Finistère, d'ailleurs, c'est ce que je présente lors de mes conférences, c'est que tout comme la Manche, qui est un peu géographiquement positionnée comme nous, on a des problèmes on va dire, de limites géographiques d'expansion. Et donc, il y a une concentration énorme qui se fait sur le littoral et dans ces péninsules, on va dire, puisqu'il s'agit un peu de ça. Et les grandes péninsules que sont la Manche et la pointe finistérienne, puisque bordées de mer, l'expansion ne peut pas se faire. Pour qu'on comprenne bien, en fait, ça fait l'embouteillage sur la plage et les frelons ne peuvent pas partir plus loin, ils sont obligés de rester là, donc il y a davantage de frelons dans ces zones littorales, quoi. Exactement, exactement. D'ailleurs, ce qu'on retrouve en France, souvent, c'est que dans les zones littorales, il y a une agrégation un peu de ces frelons, parce que les limites géographiques, elles sont bien définies par ça. Donc voilà, donc c'est un problème qui s'est posé très rapidement dès 2016 et à partir du moment où j'avais perdu la moitié de mes colonies, puisque j'avais à l'époque une centaine de colonies. Donc j'en ai 35 qui sont mortes directement par l'effet direct du frelon et quelques autres, pour arriver à 50, qui sont mortes parce que les colonies étaient trop petites pour pouvoir passer l'hiver et donc pas assez de température pour maintenir la grappe. Eh oui. Voilà, donc la réactivité, ça a été de me dire, il faut que je trouve des solutions les plus pertinentes possibles, les plus écologiques possibles, les plus sélectives, et forcément, il faut y penser tout le temps, c'est les plus pérennes possibles. Et, oui. Et donc, de mettre en place une lutte visant à la prévention plutôt qu'une action curative qui, visiblement, ne fonctionne pas. Alors, quand je dis ça, Quand je dis ça, ça veut dire pourquoi la lutte curative ne fonctionne pas. C'est qu'en Finistère, pendant près de 10 ans, la FDGDON a été très mobilisée, avait réussi à conventionner la quasi-intégralité des comités de communes du département. Et malgré cette impulsion, cette rigueur qu'il y a eu dans la lutte curative, c'est-à-dire la destruction systématique des nids qui était financée intégralement,
eh ben, ça n'a jamais réduit la prolifération. Jamais. Il faut bien se mettre ça en tête, c'est que la cible en curatif, ben, c'est pas les nids. C'est les nids en curatif, oui, on se dit ben, il faut détruire les nids. Oui, c'est bien dans le principe. Mais dans le résultat des courses, c'est d'une totale inefficacité. C'est le problème. Tout le monde est axé sur la destruction des nids. L'efficacité, elle est là, mais sur un endroit précis pour une sécurisation précise. On a un nid dans une haie, on passe à côté, on va sécuriser. Nous, aujourd'hui, on est là pour sécuriser de manière éco-responsable et de manière différenciée. C'est-à-dire qu'on va pas, on sait qu'on ne va jamais éradiquer le frelon asiatique, c'est trop tard maintenant. Mais le professionnel aujourd'hui doit bien être conscient qu'il n'est pas là pour lutter contre le frelon asiatique pour l'éradiquer, mais pour sécuriser et en respectant les écosystèmes. Voilà. C'est ça. C'est l'action majeure qu'on doit avoir en tant que neutraliseur de nids. Mais je ne dis pas désinsectiseur parce que c'est un peu spécial, c'est un peu particulier. Parce que tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Moi, je n'utilise aucun insecticide depuis 13 ans, ce qui est assez représentatif de ce que je fais. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir, de bien comprendre que la lutte curative qui ne fonctionne pas, il faut à tout prix, si on veut avancer sur la problématique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas détruire des nids. Bien sûr que tu viens de le dire, il est important d'en faire quand même parce que beaucoup sont dangereux et comme le frelon maintenant il s'installe partout. D'ailleurs, c'est ce que je détaille dans ma conférence, c'est qu'on trouve des nids maintenant partout. On en trouve dans le sol, on en trouve dans les haies, on en trouve c'est une opportunité pour lui de s'installer partout. Et donc, à ce titre-là, il devient dangereux. Et à ce titre-là, toujours, il devient utile et nécessaire de neutraliser ces nids. Mais il faut le faire de la façon la plus propre possible. Maintenant, depuis 13 ans, parce que ça a commencé en fait à l'époque où on nous avait autorisé, je pense que tu te souviens peut-être de ça, en 2013, on nous avait autorisé à utiliser le dioxyde de soufre pour détruire les nids. Et puis, ça avait été une délibération de l'ANSES qui disait, ben voilà, c'est une alternative possible pour ne pas utiliser de produits de synthèse qui sont potentiellement contaminants pour l'environnement. Et donc, je parle des insecticides de synthèse que sont la permétrine et autres produits de ce type. Et donc, après cette décision qui avait été prise par l'État français, qui était plutôt une bonne option, eh bien, il n'y a pas eu de reconduction de cette autorisation qui nous avait été donnée pendant 4 mois en 2013. Suite à ça, en tant qu'apiculteur professionnel, et j'étais à l'époque président du syndicat des apiculteurs du Finistère, j'avais écrit à mon préfet quelques mois plus tard en disant écoutez, moi je me suis équipé de matériel pour pouvoir utiliser le SO2 et maintenant il n'a pas été reconduit d'autorisation de l'utiliser. Je trouve ça déplorable, d'autant que chez moi ça a très bien fonctionné et que je continuerai dorénavant à utiliser cette substance quand les nids sont trop hauts et que je n'ai pas d'alternative parce que je ne veux pas utiliser les insecticides de synthèse. Et ce courrier est resté sans suite, mais j'ai fini par appeler du coup la DDPP, qui est quand même le bras armé, on va dire, du préfet en matière sanitaire. Et j'ai réussi à obtenir une réunion entre justement la DDPP, le GDSA du département, la FDG Don et moi-même. Et tout ça s'est déroulé au SDIS 29. Donc, ça permettait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la filière et qui a permis d'avancer un peu sur le sujet. Est-ce que ces gens-là ont été réceptifs à tes arguments? Alors, des arguments, moi, pour l'instant, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore assez de recul dessus pour dire si je suis pour ou contre le SO2. Donc, je préfère le préciser. C'est pas parce que toi, tu en parles que moi, je cautionne ce que tu dis. Et c'est pas parce que je n'en parle pas que je suis contre aussi. Pour l'instant, j'attends de voir et je préfère me renseigner davantage avant de m'exprimer là-dessus. Mais est-ce que ces gens-là, ouais, ils ont bien reçu tes arguments? Comment ça s'est passé? Oui, alors, à demi-mot, ils se sont dit, écoutez, M. Jaffray, on ne souhaite pas vous mettre des amendes parce que vous risquez de ne plus vous engager dans une démarche qui semble être la bonne. Mais comprenez bien qu'on est obligé de suivre les recommandations qui sont faites par le gouvernement, par le préfet également, qui est le relais du gouvernement.
Et donc, plutôt que de vous mettre des amendes parce que vous ne suivez pas la règle, on vous laisse avancer sur cette problématique dans laquelle vous semblez être engagé jusqu'au bout. D'accord. J'ai trouvé que c'était plutôt utile et c'est pour ça que j'ai continué à avancer sur l'expérimentation et que j'ai maintenant un recul suffisant. Je pense que bientôt 13 ans, je pense que c'est un recul suffisant pour dire voilà ce que j'utilise, voilà comment je l'utilise et voilà dans quel cas on utilise tel et tel moyen de neutralisation des nids, puisqu'en fait il s'agit d'une neutralisation, d'un enlèvement des nids et il faut savoir que dans la majorité des cas, pour le frelon asiatique en tout cas, ces méthodes sont complètement fonctionnelles et donnent de parfaits résultats. Comme je te l'ai indiqué lors d'une précédente communication, j'utilise bien sûr, quand c'est en hauteur, j'utilise le SO2, mais au cas où des frelons rentreraient au nid, puisque l'effet du SO2, c'est un effet immédiat et un effet sur les frelons par une simple asphyxie et non pas une intoxication des frelons. Donc, il n'y a pas de rémanence. Il n'y a pas de rémanence donc, de ce produit. Je t'indiquais aussi que en utilisant cette substance dans une association dont je faisais partie et dont j'assurais la coprésidence, on avait un chimiste qui nous disait que, avec beaucoup de précision, que lorsqu'il y a la détente du gaz, qui au départ est liquide, on envoie une partie du gaz, on a un endoseur qui permet de doser justement la quantité de gaz qu'on va envoyer dans le nid en fonction de sa taille. Il précisait que le gaz, instantanément, il avait une action sur les matières, bien sûr sur les frelons de façon immédiate au niveau de la respiration, mais aussi sur l'exosquelette des frelons et sur la matière du nid, qui est de la cellulose, en se transformant non pas en acide sulfurique, mais en acide sulfureux. Et donc, qui lui est automatiquement neutralisé par la matière qui est constitutive de l'exosquelette et de la substance en cellulose du nid. D'accord. Donc, aucune action problématique sur l'environnement, que bénéfique. Et donc, le piège que j'installe… L'argument que j'entends souvent avec le SO2, c'est qu'il y en a qui s'envolent et ça va contaminer, ça va aller tuer les insectes non cibles tout autour. Eh ben c'est justement l'action qu'a l'insecticide, mais pas le gaz du tout. Aucune action du gaz sur d'autres animaux que la cible qui est l'intérieur du nid. D'accord, ok. Il n'y a aucune action collatérale. Bon, là c'était le volet donc destruction des nids. À propos du volet, qu'est-ce qu'on peut faire en amont avant de détruire un nid ou qu'est-ce qu'on peut faire à côté de ça? Alors, l'action qui peut être menée en prévention, on va le détailler. Mais pour compléter un peu l'action curative, je voudrais dire que en toute première intention, ce n'est pas l'utilisation du gaz que je privilégie, mais l'utilisation d'un aspirateur à dos complètement autonome. Et je fais toutes les interventions dans le bâti avec cet instrument qui donne une entière satisfaction. Et je me réjouis d'avoir fait un nid. Je me suis un peu fait un défi, en fait, parce que j'ai fait un nid qui faisait 70 cm de diamètre, c'est pas rien. Et c'était un peu un challenge pour moi en me disant je mettrai peut-être un peu de temps, mais je veux le faire à l'aspirateur. Et je l'ai fait. Dans un hangar, hein, il avait toute l'ampleur nécessaire, enfin tout l'espace nécessaire pour se développer dans d'excellentes conditions. Et donc je suis très content de l'avoir fait et d'avoir ensuite démonté plateau par plateau et qui ont tous terminé au congélateur avant de pouvoir être distribués progressivement au poulailler. Moi, ce que j'ai remarqué quand on fait ça, c'est qu'il y a des frelons qui volent, il y a des frelons qui viennent, donc on arrive à les attraper avec l'aspirateur. Et il y en a qui vont se cacher au plus profond des galettes. Donc effectivement, plateau par plateau, il faut démonter et puis aller enlever les derniers qui vont se cacher à l'intérieur. Ils n'ont même pas le réflexe d'attaque. Eux, ils se mettent en retrait. Non. Ils ont le signal en retrait, quoi. Exactement. On voit que tu as l'expérience, c'est bien. C'est bien que je me dise, de me dire que je ne suis pas tout seul à faire ce que je fais et de constater qu'il y en a qui ont cette même façon d'agir. Ça, c'est plutôt très chouette. Mais essayer de ne plus employer de biocide, quand on peut. C'est très bien. Alors, il faut préciser aux gens aussi que c'est vrai, on fait ça proprement, mais ça prend plus de temps. Alors que si on balance un insecticide, on en a pour 3 minutes et on reviendra peut-être pour enlever le nid, mais beaucoup ne le font pas.
C'est un problème aussi. Beaucoup ne se protègent pas contre les insecticides qui sont délétères pour les actions qu'on peut mener de façon chimique. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus maintenant de constats de gens qui appliquent ces produits avec une insuffisance de protection. Ça, c'est catastrophique. Et même, il va y avoir une réglementation qui va se renforcer en la matière. Moi, de mon côté, en utilisant le gaz, il faut aussi que je me protège, même si les bouteilles sont fermées, l'endoseur, lui aussi, est fermé. Il y a 2 robinets fermés, donc ce qui permet de limiter le risque. Mais ce qui peut rester dans les tuyaux, on va dire, ça peut être extrêmement minime, mais l'accumulation, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, moi, je vais m'équiper pour mon véhicule, au niveau de l'attelage, d'une caisse simplement qui va permettre d'avoir à l'extérieur du véhicule, voilà, d'être à l'extérieur du véhicule pour ne pas pouvoir contaminer l'intérieur du véhicule. Même pour les nids qui ont été enlevés, ben bon, en général, ce sont simplement les galettes qu'on va mettre dans un sac. Donc, ça prend très peu de place, mais une caisse avec juste la bouteille et juste les nids, ça va très bien le faire pour toute la journée. Voilà. Ce qu'il faut préciser pour ceux qui nous regardent, c'est que là, on n'est pas sur le cas de quelqu'un qui achète une bombe insecticide et qui va tuer un nid de frelons une seule fois dans sa vie. Là, c'est de la permanence, même s'il y a une toute petite quantité de produits à chaque fois, infime, de jour en jour, d'intervention en intervention, et bien on accumule dans notre corps ces cochonneries-là, quoi. Exactement, c'est l'accumulation qui peut être délétère pour les utilisateurs, hein, pour les opérateurs. Voilà. Oui. Donc, le curatif, on a un peu fait le tour de la question. Après, on pourra encore, ceux qui nous écoutent et ceux qui ont envie de réagir, ils pourront bien sûr réagir. Et je suppose que tu auras une foire aux questions auxquelles je me soumettrai volontiers. Voilà. Donc, ne pas hésiter aussi à se dire qu'il est utile, peut-être en sachant ce que je sais maintenant, de pouvoir communiquer au plus grand nombre. Ça va être le cas. J'ai fait une visio hier avec une petite commune de Loire-Atlantique où ils vont s'engager sur un plan de lutte de prévention. Et donc, c'est dans cette petite commune de Loire-Atlantique que j'interviens au mois de février, je crois que c'est le 11 février prochain, pour détailler tout ça et pour faire en sorte que cette commune puisse s'engager sur un protocole de plan de lutte de prévention et de prévention des nids, et non pas uniquement curatif. On voit bien que le curatif, ça a ses limites. Moi, je présente tous les chiffres qui sont ceux de mon département pendant 10 ans. Donc, c'est très précis et on voit très bien que le curatif, ça, à lui tout seul, n'a aucune efficacité, même s'il est utile d'utiliser le curatif en complément de la prévention. Et oui, c'est une brique de plus, une pièce de plus au puzzle, quoi. Absolument. Alors, qu'entend-on donc par prévention? Si on se dit l'alternative, c'est la prévention, alors la cible, c'est qui? On va prendre la biologie de l'insecte. Au printemps, les reines se réveillent, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, quoi? Et c'est ça. C'est une scène au niveau national où on te connaît. De manière publique, on te connaît à partir de ça, quoi. Voilà. Alors, la cible, ça restera toujours les reines qui sont accessibles uniquement à l'émergence au printemps. Parce que beaucoup de gens se disent « Tiens, j'ai piégé, tout va bien à l'automne, donc j'ai réduit le nombre de reines en circulation. » Eh bien, là-dessus, ils ont tout faux. Il n'y a pas de reines qui sortent des nids pour aller s'alimenter à l'extérieur. Donc, elles sont gavées dans les nids. Moi, avec le recul que j'ai en matière de destruction de nids, je fais l'inventaire à chaque reprise. Et à l'automne, on voit qu'elles sont déjà gavées dans les nids. Il suffit... Non pas comme précisaient certains en disant il faut les peser pour savoir laquelle est une reine, laquelle est une ouvrière. Il suffit qu'on l'écrase avec son doigt. Si l'abdomen contient de la matière grasse blanche, il veut bien dire que c'est une reine en devenir. Peut-être une potentielle fondatrice au printemps, mais pas forcément une fondatrice, puisque la plupart d'entre elles ne seront que des usurpatrices de nids, en aptitude de se reproduire, bien évidemment, mais qui ne seront pas des fondatrices. D'où le nom fondatrice qui vont fonder une colonie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la lutte intraspécifique de printemps. C'est ça, exactement. Il y a une lutte intraspécifique qui existe, que j'ai décrit dans un article dans l'Abeille de France. D'ailleurs, j'en suis à mon 12e article dans cette revue, qui précise un petit peu l'éthologie du frelon, toutes mes expérimentations que j'ai pu faire depuis. Et quand bien même on veut parler d'expérimentation,
J'en suis encore à l'expérimentation sur le frelon. Il y en a qui vont me dire, arrivé le 15 décembre, le 17 décembre, il est à moitié cintré. Alors là, je vais dire que c'est pas du factice, ce sont des frelons, plein de mâles, plein d'ouvrières, et j'ai encore rajouté 2 ouvrières de ce matin dans le bocal, puisque j'ai un appât disponible en permanence, parce que moi je fais des extractions jusque très tard en saison. Je maintiens tout ça à température en miellerie, en déshumidification, donc je peux mettre de l'appât à disposition tous les jours. Et encore aujourd'hui, ben voilà, il y a encore des abeilles qui viennent nettoyer un peu de cire, mais il y a encore du frelon, mais c'est un truc de malade. Vous avez eu beaucoup de gelées dans le Finistère ou pas encore? Alors, on a eu 2 fois à gratter le pare-brise, mais voilà, c'est très limité pour l'instant. Chez nous, donc, ça veut dire que ça va s'arrêter à partir du moment où on aura dégelé 2-3 jours consécutifs. Tout comme quand on aura 2-3 jours à 13 degrés ou plus au printemps, on aura les premières émergences. Voilà. Donc, on est sur ce paramètre-là pour se dire que la prévention, c'est bien la destruction des reines au printemps et non pas l'espoir infondé de se dire on va détruire des reines futures fondatrices. Il y en a qui n'utilisent d'ailleurs que le terme fondatrice et ça, c'est une erreur. Parce que, voilà, je le répète une nouvelle fois, il n'y a pas que des fondatrices, il y a aussi beaucoup d'usurpatrices. Voilà. Parce que quand on capture, comme chez moi cette année, en 2025, 177 reines au printemps, au même endroit, on ne peut juste pas dire qu'on n'a affaire qu'à des fondatrices. Hein, voilà. Donc, c'est intolérable d'entendre chaque fois dire c'est des fondatrices. Eh ben non, ça n'en est pas. Pour expliquer simplement, on pourrait dire que s'il y a 10 reines potentielles au départ, si elles se battent entre elles pour fonder un nid, il n'y aura qu'un seul nid. S'il y a 20 Absolument. elles se battront ensemble, il n'y aura qu'un seul nid. Mais s'il n'y a que 4 reines, elles se battront ensemble, il n'y aura qu'un seul nid aussi. Donc finalement, oui, absolument. Ce n'est pas forcément le nombre de gynes, de fondatrices potentielles, qui va faire le nombre de nids derrière. Ça influe un peu, surtout sur la dispersion de ces fondatrices. Mais si elles sont toutes au même endroit, dans la même aire géographique, elles vont rentrer en concurrence, elles vont s'entretuer, et puis finalement, à la sortie, il n'y aura qu'un seul nid à l'endroit où il devait y avoir un nid. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand c'est possible, vous avez un nid avec une reine dedans. Eh bien, on l'a trouvé. Donc, on sait qu'il est là. Eh bien, attendons qu'il y ait les premières ouvrières. Oui. On va laisser la compétition se faire. On va laisser les reines se tuer entre elles. Et au bon moment, on intervient pour retirer le nid. Ça, c'est de la réflexion. Très bonne remarque. Si on détruit les primaires trop tôt, eh bien, on enlève cette concurrence de cette fondatrice-là qui risque de se faire tuer ou d'aller tuer quelqu'un d'autre. Et du coup, on décale le problème. Le nid va se faire ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, laissons la nature faire les choses et intervenons au bon moment. Oui. Intervenons au bon moment, parce que là, c'est très simple au niveau mécanique de retirer un nid primaire, même avec 4-5 ouvrières dedans. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus qui précise un peu comment la compétition intraspécifique se fait, quelle reine qui va prendre la pâtée, mais je ne vais pas dévoiler ça ici. Moi, j'attends que je sois invité dans les conférences pour reprendre un peu l'article que j'ai écrit. Et d'ailleurs, à ce titre, mes deux fils écologues se sont impliqués pour me faire les schémas qui vont bien, pour expliquer un peu le phénomène. Et c'est un très bel article qui prend 2 pages quand même, qui explique un peu ce phénomène. Donc, pour moi, ce n'est plus un secret, c'est une évidence. Et on peut tirer un certain nombre d'enseignements de ce constat que je fais chaque année. Donc, la destruction des nids, voilà, on a fait le tour. Là, maintenant, on va passer à l'aspect prévention, parce que la prévention, c'est ce qui doit maintenant prévaloir, même si l'aspect curatif doit compléter la prévention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on n'aura plus de nids. C'est un peu utopique et puis un peu ambitieux de dire ça, bien sûr. Mais de dire qu'il faut axer maintenant sur la partie prévention. Alors, pourquoi je vais être très précis sur la partie prévention? C'est que depuis que je détruis des nids, et 13 ans, ça laisse un petit laps de temps et un peu de recul par rapport à tout ça, chaque fois que j'interviens, on me dit « Monsieur Jaffray, c'est bien, mais l'année dernière, on avait encore un nid chez le voisin. Cette année, c'est chez moi. Et l'année d'avant, c'était chez le voisin de l'autre côté. Et chez moi, il y a 4 ans, il y avait encore un nid à la maison, sur la propriété. Ça veut dire une chose,
Et ça veut dire, il y a ma main qui a poussé le zèle en me disant, vous m'avez pourtant pas laissé une carte de fidélité. Et pourtant, dans le même noyer encore cette année, il y a encore un nid au même endroit, Ouais. à une branche près. Pas sur la même branche parce que j'avais coupé la branche à l'époque pour enlever le nid. Donc, il n'y avait plus la branche, mais une reine est repassée par là, elle a trouvé l'endroit mais sans doute, voilà, une reine a trouvé l'endroit très propice, comme chaque année en fait. On s'est posé la question sur une de nos vidéos. Rémi, qui est mon frère et qui est à l'Offrelon sur Aveyron, a trouvé 3 nids dans le paysage, dans 3 noyers différents, à 100 mètres les uns des autres. À la même hauteur, même côté de l'arbre, même direction de tunnel de sortie des insectes, etc. Orientation. Même orientation. On s'est posé la question. On pense que les comportements de nidification sont transmis de mère en fille, soit génétiquement, soit épigénétiquement, soit par comportement et imitation. Alors, l'imitation, je ne crois pas trop en cette hypothèse. Pour moi, c'est génétique. C'est comme une vache est capable d'aller s'alimenter là où c'est bon pour elle. Ouais. Elle saura différencier les plantes et elle n'ira se nourrir que des plantes qui lui sont bénéfiques. Oui. Il y a plein d'exemples comme ça dans la nature. Et donc, les oiseaux, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'ils sont toujours orientés quand on laisse faire la nature. On voit que leur entrée de nid est toujours sud-sud-est. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la meilleure option pour eux de se protéger contre les intempéries, etc. Parce que donc, ceux qui n'ont pas eu ce comportement-là, ils n'ont pas survécu, ils n'ont pas transmis le gène de cette connaissance. C'est ça. Alors, moi, je prends un petit exemple qui est très flagrant, que tous ces comportements-là sont génétiques pour les espèces, quelles qu'elles soient. Je prends un petit exemple très concret. Il y a quelques années, j'avais des poussins. Là, j'en reproduis plus parce que j'ai plus le temps de m'en occuper, mais j'avais reproduit des poussins industriels. C'est-à-dire que j'avais récupéré des œufs chez un éleveur de poulets industriels en me disant c'est des œufs de poules, des coqs et poules, en fait, des volailles de belle taille. Donc, j'ai envie de faire quelques poulets de chair. Donc, je me suis dit, je vais mettre sous mes poules la première qui va couver. Je vais aller chercher quelques œufs et je vais les mettre à couver avec cette poule. C'est des exemples très concrets hein, pour revenir à ce que je disais sur la génétique. Et puis, lorsqu'ils sont nés, à l'époque où justement il y avait déjà des nids que je commençais à enlever, j'aurais commencé à leur donner des larves de frelons, des plateaux de couvain. Et quelquefois, ils sortaient une larve qui n'était plus une larve, mais qui était un insecte presque parfait, qui était déjà adulte. Eh bien, on voyait le frelon qui commençait à remuer. Ils sont là déjà en aptitude de piquer à ce moment-là. Et oui. Eh bien, quand c'est le poussin qui est pourtant un poussin industriel, eh ben, il tapait 5-6 fois le frelon avec son bec contre le fond du clapier en béton avant d'ingurgiter. Il savait qu'il y avait un danger, il avait compris. Il savait. Voilà. Ouais. Voilà, alors qu'ils avaient 3 jours, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmission, mais c'est bien un comportement qui est induit par la génétique de chaque espèce. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Ouais. Donc, il faut bien se dire ça, c'est que je prends comme exemple aussi, beaucoup de gens précisent que le frelon européen commence à devenir problématique sur nos ruches. Oui, c'est un fait, dans beaucoup de régions, il commence à devenir problématique. En disant, c'est un comportement d'imitation, pour pas utiliser un terme trop technique. Voilà, imitation, ça n'est pas de l'imitation, en fait, ce n'est que parce que simplement, le frelon européen n'a plus à manger, et que toutes les proies, étant donné l'omniprésence du frelon asiatique, du frelon à pattes jaunes, il faut le dire, eh ben, le frelon européen est obligé d'aller se nourrir à la grande surface. Il n'y a plus que ça. Il est obligé de s'y mettre. Alors qu'il est beaucoup plus pâteau, il n'est pas aussi compétent, il n'est pas aussi habile que le frelon à pattes jaunes, mais il va finir par venir s'alimenter sur les ruches. Et c'est à ce titre-là que certains disent, ben, moi, tant pis, je vais faire mon affaire de ce frelon qui commence à nous poser problème aussi. Mais d'où l'intérêt de travailler sur la régulation de ce frelon asiatique à pattes jaunes pour que le frelon européen retrouve sa place dans notre environnement et qu'on ne lui soit pas hostile ni agressif envers lui. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut se dire au niveau de l'engagement qu'on doit avoir par rapport à la lutte de prévention. C'est la neutralisation d'un maximum de rennes au printemps
qu'elles soient des fondatrices ou qu'elles soient des usurpatrices potentielles. Voilà. Et c'est raison pour laquelle on trouve jusque... Moi, j'ai trouvé des reines frelons asiatiques à pattes jaunes jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet, j'ai trouvé des reines. Parce que ça pouvait être que des reines, étant donné qu'elles étaient de taille d'une reine, et c'était au mois de juillet. Or, de taille d'une reine, il n'y a que des reines pour être des reines. Hein. Surtout en début de saison où les ouvrières sont bien différentes. Voilà. Une cassure de croissance et les ouvrières sont beaucoup plus petites. On le voit très très bien en début de saison. Quoi. Dans la première génération, elles sont moitié moins grandes qu'une reine. Donc, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est pour dire que beaucoup d'usurpatrices potentielles ne trouvent pas de nid, en fait, à usurper et meurent de leur belle mort en essayant de rester en vie, en allant s'alimenter. C'est sûr, d'ailleurs, des végétaux. C'était sur du cotonoaster arbustif que j'ai trouvé ça. Des reines qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et qui vont finir par mourir parce qu'elles n'ont pas la volonté de créer un nid. Ce ne sont pas des fondatrices. Ce n'étaient que des usurpatrices potentielles. Des femelles fécondées qui n'ont pas trouvé leur place dans l'écosystème. C'est ça, n'ont pas trouvé leur place, exactement. Donc voilà un peu le plan qui est le bon, à mon sens. Le recul de plus d'une décennie sur le terrain montre que les frelons, ils auront toujours l'habitude de venir dans les mêmes endroits. Mais globalement, comment faut-il penser maintenant, si on veut acter la prévention en priorité, c'est de se dire, voilà, on sait maintenant où vont venir les frelons s'installer, où ils vont nidifier. Il faut donc qu'un piège soit présent dans tous les endroits où on aura détecté un nid, ce qui ne veut pas dire qu'on aura ciblé tous les endroits, mais au moins les endroits prioritaires. On n'aura pas ciblé tous les endroits, justement parce que le frelon, la reine part, elle peut partir jusqu'à 70 km. Le front d'expansion de l'espèce, en moyenne, c'est entre 70 et 100 km par an. Donc, si on piège seulement à côté de l'ancien nid, on a la zone la plus probable, mais il y a quand même toutes les zones autour qui font que la reine peut aller à beaucoup d'endroits différents. Quoi. Les reines. Oui, alors, en dehors du fait que les reines circulent beaucoup au printemps, et tu as raison de le préciser, 70 km, c'est ce que les scientifiques ont mis en évidence in vitro, parce que rien n'a été fait sur le plan réel. Bon, c'est toujours bien d'avoir une idée, ça donne une idée un peu de l'expansion qu'il peut avoir, mais ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être que sur une commune, parce qu'il faut envisager le plan de prévention, soit au niveau communal, si c'est la commune qui a les compétences en matière de lutte contre les nuisibles, que ce soit la tortue de Floride, l'écrevisse de Californie, le rat musqué, le ragondin et d'autres espèces, et j'en passe, bien sûr. Des espèces exotiques envahissantes. Voilà. Ou alors la communauté de communes, parce que c'est peut-être la communauté de communes qui a pris cette compétence. Dans ces cas-là, il faut que l'organisation elle soit faite au niveau qui est celle de la compétence. De manière et à partir de ce moment, voilà. Et à partir de ce moment-là, s'organiser au niveau communal. Il faut trouver un référent. Beaucoup d'apiculteurs ou d'associations environnementales seront partantes pour s'engager là-dessus. Allo Frelon fait partie aussi de ces organismes-là qui sont en aptitude de trouver des systèmes pour s'organiser et pourquoi pas de structurer un peu tout ça. Ensuite, de se dire qu'un référent, c'est bien, mais comment, sur le terrain, on met en place ce dispositif? Alors, ce dispositif, qu'il s'agisse d'un piège qui vient de chez moi ou un piège qui vient d'ailleurs, peu importe, on s'en fiche, mais le réseau doit être constitué. Le réseau, il doit se constituer à partir du moment où chaque personne qui a déclaré un nid dans les années passées, c'est chez ces personnes-là qu'on doit proposer un dispositif de piégeage. Bien entendu. Alors, si on a trouvé des nids dans les lieux publics, il est important de se dire on va effectivement piéger à proximité de ce lieu public. Ça peut être une école, ça peut être une église, ça peut être tous les endroits où on a l'habitude de réunir des personnes. Ça peut être le club sportif, les terrains, etc. Et donc, de se dire qu'il faut trouver quelqu'un qui soit volontaire pour piéger à proximité de ces lieux publics. Parce qu'on a déjà testé la présence de pièges en lieu public, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils vont être dégradés et puis ils vont être volés, tout simplement. Parce que les gens vont se dire, moi je préfère piéger chez moi, je ne veux pas avoir un nid, plutôt que là, il est à disposition, je vais le prendre et je vais me barrer avec.
c'est pas aussi simple, hein. Le frelon, lui, il connaît pas les limites de propriété. C'est très, Exactement. très Exactement. humano-centré comme vision des choses. Ouais, c'est pour ça que c'est très important de se dire on va piéger partout où il y a eu des nids les années précédentes. Et en fin de saison ou en courant de saison, on va compléter ce dispositif de piégeage de prévention printanier par une action curative, mais écologique. Forcément, de préférence écologique. Maintenant, on a assez de recul pour tout ça. Je précise tous les éléments et d'ailleurs, je suis prêt à former des gens. J'en ai déjà formé un qui s'est déjà équipé en matériel. Ici, sur le secteur, du côté de Poulaouen. Voilà. Finistère. Et donc, voilà, Finistère. Et donc, on commence à communiquer un peu sur ces méthodes alternatives qui sont bien sûr pas néfastes pour l'environnement. Donc, une fois qu'on a mis en place ces pièges chez les particuliers, alors ça peut être les communes ou les comités de communes peuvent passer par le biais de leur bulletin d'information pour trouver ces personnes qui ont eu des nids ou des gens qui sont candidats pour suivre un piège tout au long de la saison. À savoir que, par exemple, notre dispositif à nous, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est extrêmement pérenne, qu'il peut tomber au sol, il ne va pas se briser, comme malheureusement la plupart des autres petits pièges qui sont extrêmement fragiles, qui ne sont pas pérennes parce qu'ils vont très vite s'altérer avec le soleil, ils vont devenir cassants et à la première chute, ils sont brisés. Voilà, donc l'avantage d'une autre, c'est qu'il peut être empilé, entreposé à la communauté de communes, il peut être redistribué au printemps suivant pour pouvoir être reconditionné et puis réparti à nouveau sur le territoire, en sachant que chaque année, on peut relancer une candidature pour les volontaires et que chaque année, ces fameux volontaires devront aussi, sous réserve de le restituer et sous réserve de rendre un bilan de l'année, pouvoir à nouveau s'équiper d'un matériel l'année suivante. Pour l'année suivante, voilà. Quand tu dis notre piège, je le cite, c'est JobProd, évidemment. Hein. Tout le monde aura... Voilà, c'est un BCPA. Voilà, c'est un bac de capture préventif autonome, JobProd, en sachant que le modèle le plus adapté à ce type de lutte collective, c'est le BCPA Dumby. Alors, Dumby standard ou Dumby XL, maintenant, on a un très grand piège qui peut accumuler l'équivalent de 3 cadres de ruche entiers, de cadres de corps, et qui, avec 4 entrées et des déflecteurs, permet vraiment d'optimiser les captures. Aucun autre piège ne peut recevoir autant d'appâts quantitativement et avec une sûreté d'équipement qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Aucun autre piège n'est aussi grand. Et évidemment, répondant aux bases de la sélectivité, c'est-à-dire un orifice d'entrée qui correspond tout à fait au diamètre de très légèrement supérieur au diamètre de l'arène, pour que l'arène puisse rentrer. Tout ce qui est plus gros ne peut pas rentrer, donc n'est pas piégé. Et tout ce qui est plus petit ressort par des grilles annexes qui fait que les petites bestioles non cibles ne sont pas piégées dans le piège et peuvent ressortir librement. Quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et l'appât est recouvert. Il n'y a pas de noyade possible dans le piège. C'est ça. D'autant que les frelons n'ont pas accès du tout à l'appât. Ce qui veut dire que les reines, on a testé tout ça. Les premières reines qui sont capturées, comme elles sont avides de glucides, elles rentrent dans le piège et elles meurent en quelques heures. C'est incroyable. Alors les gens posent souvent la question. Les gens se posent souvent la question en disant comment on fait pour les tuer. Et ben là, justement, contrairement à tous les autres, on les piège et ils meurent tout seuls. Il n'y a plus aucun problème. On n'a plus besoin de s'occuper de les tuer puisqu'ils meurent tout seuls. Ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça. C'est un piège. Ce que je dis souvent en rigolant, c'est que c'est un piège pour les fainéants qu'on est tous un peu. On préfère que les frelons ils meurent tout seuls plutôt que de devoir les tuer. Voilà, donc l'idée c'est de simplement inventorier parce qu'on a un couvercle sécurisé qui fait que le piège, même s'il tombe au sol, emporté par le vent, il ne va pas s'ouvrir. Et donc, on a un piège qui donc permet, par un couvercle sécurisé avec des écrans de contrôle, d'inventorier peut-être de façon quotidienne en disant tiens, aujourd'hui on a eu tant de température et ce jour-ci, j'ai fait 3 reines. Hier, il faisait un peu moins chaud et là, j'en ai pas eu du tout. C'est toujours très intéressant d'avoir un retour de la part des utilisateurs, quelque chose on va dire, de collaboratif
avec ce type de matériel qui permet ça, justement. De Alors que les autres de mieux se faire des cartes mentales, de mieux comprendre l'insecte dans son comportement et en fonction de la météo, en fonction des facteurs externes, etc. C'est ça, c'est ça. C'est un dispositif qui permet justement une bonne expérimentation et c'est pour ça qu'on a créé un groupe de recherche participative qui s'appelle comment d'ailleurs, les chasseurs de frelons au BCPA JAPROD, où les gens qui utilisent nos matériels font un peu un compte rendu. S'ils ont un problème, ils nous en font part. On essaye de trouver des solutions avec eux. On leur demande des photos. On leur dit, voilà, tiens, là, tu as caché trop la grille. Tu n'as plus assez d'échanges gazeux, d'effluves avec l'extérieur. Il y en a qui ne gardent que le cône, alors qu'il faut laisser toute la grille, bien évidemment. Il faut que l'air passe au maximum. Que l'odeur de l'appât puisse se propager. Même les phéromones d'appel des autres qui sont à l'intérieur, qui vont aussi mettre des... Exactement. Pour dire aux copines qui sont dehors, j'ai trouvé un truc bon, vous pouvez venir. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il faut qu'on ait une répartition sur le territoire du système de piégeage qui prend toujours en compte le fait des endroits où on a découvert des nids, ça c'est l'essentiel, et avec une réponse, parce qu'il y a des communes qui nous ont commandé, je ne vais pas donner le nom de la commune, parce que c'est une commune du Périgord, qui nous a commandé beaucoup de pièges une année, 250, et puis cette année, en début de saison, on nous a commandé encore 50 autres. Je me suis dit, mais là, il y a un truc. 250, c'était déjà énorme pour la petite commune dont il s'agissait, enfin une commune moyenne. Alors j'ai demandé un peu au service technique en disant, tiens, voilà, je voudrais savoir un peu comment vous avez organisé sur le territoire la répartition de ces pièges. Alors, il me dit, on a eu des apiculteurs qui ont commandé ce piège et ils les ont trouvés tellement chouettes que finalement, on a décidé, la commune, de répartir des pièges sur la commune. On a fait une réunion publique. Les apiculteurs sont venus faire des démonstrations. Et puis, on a demandé qui voulait des pièges. Ah ben évidemment, il y a eu beaucoup de bras levés. On a distribué aux gens. On a quand même distribué à toutes les personnes qui étaient candidates un piège à 80 € quand même, ce qui n'est pas rien. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu de suivi qui a été enregistré. Et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que quelqu'un qui quitte la commune, il peut très bien partir avec son piège, puisqu'il n'est pas identifié. Il n'y a pas de résultat des courses, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bilan de ce qui a été capturé, on ne fait pas de bilan des nids qu'on a pu découvrir. Et sans doute qu'il y a eu quelques nids qui ont dû être découverts malgré tout, parce qu'il n'y a pas une répartition logique des pièges sur le territoire. Et donc, malheureusement, ils ont recommandé quelques pièges. Et là, c'est là que j'ai fait une recommandation en disant, écoutez, les pièges que vous allez maintenant distribuer, repérez-les, identifiez les personnes, faites une demande de retour sur l'utilisation des pièges et surtout qu'ils soient restitués en fin de saison. Parce que sinon, ils sont dans la nature, on ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà. Donc, c'est important, je le répète, mais de recentrer l'action sur la prévention avec une répartition sous condition, bien sûr. De l'utilisation des pièges. Le côté gratuit dont tu parles, sans faire d'analyse sociologique à deux balles, c'est un petit peu de l'individualisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est gratuit, donc je prends, sauf qu'à la sortie, c'est pas gratuit. C'est quelqu'un a payé, la mairie collecte des impôts, donc on a payé avec les impôts. Sur un gros chiffre comme ça, un gros nombre de pièges, forcément, c'est presque ponctionné directement chez les habitants pour leur donner quelque chose qu'ils perçoivent comme gratuit, quoi. C'est comme quand on vient pour détruire un nid et que la personne nous demande est-ce que la mairie fait ça gratuitement, est-ce que la mairie peut me payer une intervention et ça ne me coûte rien, quoi. À la sortie, ça va rien vous coûter peut-être sur le moment, mais vous allez avoir des impôts qui vont correspondre à ça et ça se paye au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, c'est bien sûr, gratuit. Bien évidemment. On ne vous donne rien de la vie, quoi. Clément, ça c'est un... Bien sûr. Voilà. Alors après, pour présenter un peu ce que je fais, je ne suis pas monteur de vidéo, je ne suis pas très bon là-dessus. J'ai tellement d'autres choses à faire, donc je mets parfois une vidéo que je ne coupe pas, que je ne monte pas, mais je la mets telle qu'elle sort de ma façon de m'exprimer, qui n'est pas toujours facile. Moi, j'aime bien m'exprimer quand je maîtrise bien mon sujet. D'ailleurs, je suis très à l'aise quand je fais mes présentations. Je suis prêt à présenter tout ça, même devant le président de la République, ça ne me dérangerait pas.
J'espère il finira par avoir écho, qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment sérieusement à la problématique, qu'il n'y a pas que les scientifiques, il y a les gens de terrain qui peuvent être de plus en plus documentés sur l'affaire, et en sachant que on ne travaille pas sur le même registre avec les scientifiques. Je n'ai rien contre les scientifiques, mais ils ne peuvent pas travailler comme nous. Ils ne vont pas faire, comme tu le fais également, de la destruction de nids. Et grâce à ça, on découvre des choses. On y travaille, on travaille tout le temps. On est tout le temps sur le… Quand je montre un bocal de frelons, encore je le répète, mais je vous montre un bocal de frelons le 17 décembre, c'est que je m'inquiète un peu de savoir comment ils vivent, de combien de temps ils vont rester en vie. Voilà, je continue mes expérimentations Tu sais s'il y a tout au long de encore l'année. beaucoup de gines là dans tes bocaux, des ouvrières? Aucune, Aucune, ouais. aucune reine là-dedans. Beaucoup Il y de a des mâles? mâles, Ouais, il y a encore beaucoup de mâles. Il y a des ouvrières qui essayent de rester en vie parce qu'elles viennent s'alimenter sur mon bac. ouais. Mais aucune reine ne Aucune viendra. reine. Là, maintenant, je ne peux attraper aucune reine. Ouais, c'est fini. J'ai plus aucun mâle d'ailleurs. Il n'y a plus aucun mâle de capturer en ce moment parce que les températures sont restées douces. Aucun mâle. J'en ai plein dans le bocal, mais c'est fini. Il n'y en a plus qui circulent. Il n'y a plus que des ouvrières qui sont nées tardivement et qui essayent de rester en vie, tout simplement. Donc, quand les gens disent qu'il faut détruire des nids jusqu'à Noël, c'est faux. C'est entièrement faux. Et plus on détruit des nids au pérétrinoïdes de synthèse tard en saison, eh ben, on va impacter fort l'environnement parce que maintenant, les nids qui sont abandonnés de façon naturelle, les oiseaux commencent à s'y intéresser fort. Ouais. Or, j'ai expérimenté ça. Il y a un nid que je devais retirer entièrement parce qu'il était beau, je devais le sécher, etc., le couper la branche, après l'avoir simplement gazé. Et puis, j'ai pas eu le temps matériel de le faire. Et ce qui fait que je l'ai laissé finalement en place. Et le propriétaire m'a dit, écoute, Denis, Il y a des trous. 3 jours après, les oiseaux étaient dessus. D'accord. Eh ben, je dis, au moins, je sais au moins comment ça se passe et à quelle vitesse les oiseaux interviennent sur le nid. Je ne sais pas si tu as Tu vu vois passer sur notre chaîne, on a partagé une vidéo de Cerf Pirate sur Instagram. C'est une association du Périgord, justement. D'ailleurs, Oui. on partagera à ce moment-là sur le haut de l'écran le lien de la vidéo si vous voulez aller la voir. Une vidéo où une martre monte dans un arbre pour aller dépioter un nid de frelons, encore un petit peu actif en fin de saison. Ça s'est passé il y a à peu près un mois, quoi. Voilà. Et on voit très bien la martre dégommer, manger les galettes et puis finir par descendre de l'arbre. Mais il reste un moment, quoi. Il reste 3 minutes dans cet arbre en train de manger les galettes, quoi. Voilà, je l'ai vu, hein, bien sûr. Je m'intéresse à tout ce qui concerne le frelon. Donc, forcément, c'est passé devant mes yeux également. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et je dis toujours, et je l'ai dit depuis plusieurs années, la bondrée apivore, qui est on va dire, le prédateur de prédilection de ce type de nid, peut très bien, mon fils d'ailleurs écologue, qui lors de sa thèse a présenté les oiseaux migrateurs, hein, c'était sa thèse, son sujet de thèse, est d'accord sur le principe qu'un oiseau qui trouve une abondance de nourriture à un moment donné peut très bien changer progressivement ses habitudes alimentaires de par le fait que voilà, ce frelon lui propose un garde-manger bien garni. C'est disponible, Et c'est donc, lisible, c'est plus facile pour lui de trouver un nid de frelons asiatique que d'aller déterrer un nid de guêpe dans la terre, par exemple. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la bondrée peut très bien trouver une opportunité de se nourrir voilà, de cette façon et peut très bien commencer à modifier ses habitudes alimentaires grâce à l'omniprésence du frelon asiatique. On va faire une petite digression. On parlait des oiseaux migrateurs. Très, très important dans les écosystèmes, les oiseaux migrateurs. Ce n'est pas juste des petits oiseaux qu'on prend en photo et on leur fait coucou et on est content de les voir. Rien de chose, c'est un seul facteur, le cycle du phosphore. Il faut savoir que dans les eaux de tous les mammifères et de tous les oiseaux, il y a du phosphore. C'est un des composants rares qui existent dans la nature. Et le phosphore, ça sert à la fertilité des sols. Principalement, c'est repris dans les sols, dans la fertilité des sols. Et un sol où il n'y a pas de phosphore, c'est un sol qui va devenir stérile à la longue. Les plantes ont besoin de phosphore pour grandir. Du potassium et du phosphore. NPK, la base de tous les engrais chimiques d'ailleurs. Et ce phosphore, eh bien, il est trimballé dans les écosystèmes par l'érosion des sols. Il descend les rivières, il descend jusqu'aux océans, etc. Et ce phosphore, il est récupéré dans la chaîne par les oiseaux et il est remonté en amont des bassins versants. Et les oiseaux meurent. Quand je dis les oiseaux meurent, ce n'est pas juste un petit oiseau qui va mourir, hein, c'est tous les oiseaux migrateurs en permanence
qui vont se déplacer sur la planète et qui vont déplacer le phosphore aux endroits où il y en a le plus besoin. La nature est tellement bien faite qu'il n'y a même pas besoin, nous, d'aller avec des camions déplacer déplacer du phosphore. C'est les oiseaux migrateurs qui s'en chargent et qui déplacent le phosphore et qui jouent sur la fertilité des sols entiers de la planète, quoi. Et c'est le jour où il n'y aura plus d'oiseaux migrateurs, malheureusement, on ne pourra plus produire, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus rien. On parle souvent, quand l'abeille va mourir, quand il n'y aura plus d'abeilles, on ne pourra plus rien faire. Eh bien, tout est indispensable. On simplifie énormément avec l'abeille, mais c'est tout qui est indispensable. Là, je vous parle des os des oiseaux migrateurs. Vous voyez, si le jour où il n'y a plus ça, il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Voilà. C'était une petite aparté qui me venait Ah oui, c'est bien. quoi. Oui, oui, l'abeille, c'est un signal qui est très visible, mais le reste, c'est vrai qu'il est très discret. Et ce que tu évoques là, c'est super important, parce que c'est un ensemble, et c'est pour ça qu'on parle de biodiversité et d'écosystème. C'est que tout ça, c'est imbriqué. Et dès l'instant où on crée, nous, par nos actions humaines, des déséquilibres dans cet écosystème, eh ben, un jour ou l'autre, on va le payer au prix fort. Et oui. Et d'ailleurs, l'abattage systématique des bovins en France fait partie aussi de cette problématique, alors qu'on sait très bien qu'il y a des alternatives à tout ça. Et c'est déprimant. Aussi géopolitique et voilà, de grand capital derrière qui met la pression, quoi. Voilà, et c'est déprimant pour tous. Et moi, je suis originaire aussi du milieu rural. Mais avant de rentrer dans la marine en tant que marin et militaire, j'ai aussi fait une école d'agriculture. Et c'est en ça que je suis extrêmement déçu et vraiment outré de ce qui est en train de se passer en France, parce qu'on est en train de saborder le bateau. On est en train de faire prendre de l'eau au navire. Volontairement. Je ne veux pas volontairement de théorie complotiste ou quoi, mais il y a tellement de choses qui viennent toutes dans le même sens. Au bout d'un moment, arrêtez de croire que les gens font des erreurs. Quand on fait une erreur, en général, on fait l'erreur une fois sur deux, statistiquement. C'est du pile ou face. Quand les erreurs se font à 100%, au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions, quoi. C'est bon. Ça, c'est mon avis personnel aussi. Voilà, j'ai été marin 30 ans, j'ai été beaucoup sur les océans. Et quand je dis qu'on est en train de saborder le navire et qu'on est en train de le faire couler, c'est pas une image comme ça que je sors de ma tête. C'est vraiment ce que actuellement ça représente en termes de décisions qui sont prises au niveau gouvernemental. Sans faire de polémique, quelle qu'elle soit, moi je suis quelqu'un de terrain et je fais une analyse extrêmement fine de ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est du concret pour moi. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'évoque certains autres points qui seraient utiles pour communiquer à tes auditeurs et les gens qui veulent regarder ta chaîne. Alors moi, je t'avais contacté au départ. Donc tout ce qu'on a dit, c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, je t'avais contacté au départ. Je suis tombé sur un article du Télégramme qui annonçait que tu mettais en vente ton entreprise JabProd. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit résumé de l'histoire? Oui. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu mets en vente ton entreprise? Comment tu vois la suite? Et comment tu te positionnes là-dedans, quoi? Oui. Alors, et comme le disait l'article, parce que j'ai eu quelqu'un devant moi, un journaliste qui était très à l'écoute. Et donc, il faut savoir que j'ai créé cette entreprise simplement parce que j'avais trouvé quelque chose d'utile. Quand dans mes premiers prototypes, j'avais détruit plusieurs centaines de frelons, je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose d'utile. J'ai déposé un brevet, voilà, j'ai déposé un brevet, puis un autre. Grâce au brevet, j'ai pu participer au concours Lépine, qui m'a mis en évidence pour ce type de piège, qui a mis le piège en évidence en le récompensant de 3 prix différents. D'abord le Grand Prix 2018, un seul Grand Prix chaque année. Le Grand Prix du concours Lépine, voilà. Le Grand Prix concours Lépine 2018, une médaille d'or et le prix de la revue du mérite agricole. Donc, je me suis dit, oula, purée, c'est bien parti. Effectivement, le fait d'être ainsi cité a permis d'ouvrir en grand le développement de l'entreprise. Ensuite, en 2021, et le Covid passant par là, je suis retourné après un second brevet. Et là, à nouveau, avec cette fois-ci le produit fini, parce que la première fois, c'était avec le prototype, qui a déjà été voilà, bien récompensé. Avec le produit fini et industrialisé, j'ai de nouveau obtenu une nouvelle médaille d'or et la médaille du ministère de l'Agriculture. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Visiblement non, parce que
au ministère, personne ne m'a contacté en disant « Tiens, au fait, vous avez eu une médaille du ministère de l'Agriculture, on voudrait en savoir plus. » Ben non, ça marche. C'est une médaille en chocolat, exactement. C'est pas comme les 3 médailles que j'ai récupérées dans la marine, qui sont somme toute liées au fait que je suis allé dans le golfe arabo-persique au moment de la guerre du Golfe, que parce que j'avais un certain nombre d'années, 30 années, voilà, j'ai la médaille du militaire sage et discipliné, etc. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. L'idée, c'était de développer mon entreprise qui a bien sûr eu beaucoup de succès. À un moment donné, on est passé sur un média et ça nous a propulsé à une grande vitesse, c'était assez incroyable. J'ai eu jusqu'à une dizaine de salariés, mais pendant cette période, on a eu un problème d'approvisionnement en matière avec l'Allemagne, parce que nos boîtes, elles viennent d'Allemagne, donc on connaît un peu la qualité allemande en matière de matériel. Et donc les caisses de manutention que l'on transforme pour devenir des pièges à frelons, c'est quelque chose qui va être très pérenne dans le temps, mais elle nous a joué un tour, cette entreprise, parce qu'elle nous a bloqué la fourniture pendant 2 mois. Et faute de fourniture, et avec 10 salariés, eh ben, la masse salariale nous a bouffé la trésorerie. Et depuis, on a vraiment du mal à s'en remettre. Et puis, la compétition entre les différents matériels a fait que, voilà, on s'est fait secouer un peu dans tous les sens, même si ce n'est pas du matériel professionnel, ce qui est produit par les concurrents. Ça reste du matériel moins cher, qui va durer moins longtemps, mais qui a l'avantage, c'est d'être présenté comme l'alternative. Qui paraît moins cher. Voilà, parce que c'est moins cher, on va démarrer là-dessus, et puis voilà. Et donc, la concurrence est là aussi. Donc, toutes ces conditions ont fait que l'entreprise n'est pas bien en ce moment. À l'heure où je parle, on ne sait pas combien de temps on va durer, on n'en sait rien. On espère juste qu'un investisseur se dise tiens, moi je veux bien acheter l'entreprise, en sachant qu'on va la vendre à un prix que c'est carrément au prix coûtant. C'est-à-dire que moi je veux qu'elle se perpétue, c'est pour ça que je la cède à un très bas prix. Toi, c'est les valeurs surtout que tu veux transmettre, c'est ces valeurs-là et c'est ce travail-là qui tombe dans l'oubli, évidemment. Exactement, que les 6 années que l'on vient de passer dans cette entreprise puisse être reprise dans les meilleures conditions pour qu'il y ait une vraie envie de perpétuer ce cadeau que la nature nous a fait quelque part. Moi, il faut savoir que je n'ai pas pris 1 centime dans l'entreprise. Je n'ai pas pris 1 centime, jamais. Et d'ailleurs, toutes les interventions que je fais, par exemple, c'est au titre de l'entreprise et on ne demande que du défraiement. Par exemple, si je viens faire une conférence dans un département, on ne prendra en charge, on ne demandera que le prix du transport, du transport et puis de l'hébergement potentiel. Et en se disant que le transport, moi je demande souvent, écoutez, moi si je peux habiter, dormir chez l'habitant, moi ça me va très bien. Si on peut partager un repas ensemble, ça va encore mieux. Et puis on peut continuer à avancer, à échanger sur la problématique et sur les façons d'avancer là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'entreprise, je souhaite la céder dès que possible. Et puis, j'ai 70 ans, j'ai envie de pouvoir continuer à avancer un petit peu en matière d'apiculture, d'avancer un peu sur justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la neutralisation écologique des nids. Pourquoi pas communiquer et continuer à chercher et à développer des outils. D'ailleurs, il y en avait 2 qui étaient programmés dans les années à venir. C'est de pouvoir mieux dépendre de la France et non plus de l'Allemagne, qui nous a fait quand même du tort et qui nous a failli nous planter, en fabriquant l'intégralité du piège en France. Et il serait à ce moment-là fabriqué en kit avec des éléments à assembler. On peut l'assembler soi-même. Le plan est déjà prêt. Donc, celui qui va hériter de ça va aussi avoir déjà quelque chose de pré-mâché. Le repreneur pourra avoir quelque chose de vraiment sérieux. On prévoyait aussi une muselière qui prend en compte tous les paramètres de ce qu'ont pu être les muselières jusqu'à présent. Toujours pareil, dans le cadre d'une protection de la ruche, mais en même temps de la capture des frelons qui seraient trop aventuriers. Voilà, donc c'est pas simplement une muselière de protection de l'abeille, c'est une muselière piège également. Également, voilà, mais fabriquée industriellement. Or, actuellement, il n'y a pas de muselière qui soit fabriquée industriellement, ou c'est plutôt artisanal pour l'instant ce qui est proposé. Même si ça devient de plus en plus... il y en a un qui va dans ce sens, mais est-ce que ça sera pérenne? Est-ce que ça sera durable?
Voilà, j'ai des petits doutes. Nous, on avait quelque chose de toujours dans la lignée professionnelle, quelque chose de beaucoup plus structuré. Maintenant, c'est toujours pas développé et pour l'instant, ça en reste dans les cartons. Et oui. Mais voilà. Et donc, voilà pourquoi l'entreprise, je souhaite la céder. J'ai envie d'aller vers autre chose. J'ai envie qu'il y ait quand même une perpétuité dans cette entreprise et j'espère qu'elle sera acquise voilà, dès que possible. Moi, j'ai envie de prendre du temps. À 70 ans, on espère autre chose. J'ai perdu mon épouse il y a 2 ans, donc ça m'a mis un peu les choses tout par terre. C'est pas facile, c'est un cap qui est pas facile à passer. Et quand on est seul après à gouverner, ben c'est encore pire. Alors qu'on on avait après, je veux dire, on pense à voilà, c'est autre chose, c'est une autre vie. Voilà, c'est une autre vie et on avait créé cette entreprise avec mon épouse qui était à 50% des parts dans l'entreprise parce que et même mes enfants qui sont aussi partants, à qui on a proposé de faire prendre des parts dans l'entreprise. Voilà. Donc on souhaite finaliser tout ça le plus vite possible. Espérons que 2026 sera l'année de la transition et du transfert de l'entreprise. Eh bien, que je souhaite de préférence qu'elle reste en France. Si on peut la faire rester en France, bien sûr que ça sera une opportunité et une raison supplémentaire pour que je soutienne vraiment à plein la continuité de l'entreprise. Bon, et puis l'idéal pour un marin, ce serait de trouver quelqu'un qui réutilise le plastique qui est présent dans les océans, peut-être, si on peut rêver un peu. Alors, si on peut rêver, il y a déjà des choses qui se font, notamment par les filets. Hein. Les filets qui sont souvent mis au rebut, il y a plein enfin, j'en connais quelques-unes, du recyclage de ces vieux filets qui servent pour divers usages ensuite. Et je crois que c'est une fabrication qui a lieu en Bretagne. Donc, je suis très fier de ça. Les filets, il y a beaucoup de pêcheurs en Bretagne, donc c'est peut-être pour ça qu'on recycle ces filets en Bretagne. Mais voilà, il y a encore plein de filières comme ça qui s'orientent vers le recyclage et c'est tant mieux, bien sûr. Il faut savoir que nos pièges, par exemple, sont 100% recyclables. Bien sûr, c'est du plastique, mais c'est du plastique extrêmement pérenne. Nos cônes sont fabriqués en PETG, c'est-à-dire le matériau qu'on a dans les bouteilles d'eau, en PETG 100% recyclé. Quelquefois, ils en rajoutent un petit peu du neuf pour que l'injection puisse se faire dans les meilleures conditions. Mais c'est pour dire à quel point on est attentif à tout ce qui est recyclage de matière. Et oui. Et comme tu es breton, j'ai entendu dire qu'on utilisait aujourd'hui le byssus des moules, c'est-à-dire le fil et puis la colle qui sert aux moules à s'accrocher aux parois. Qui est des matériaux hyper résistants. Le byssus de la moule, c'est encore plus résistant que le Kevlar. C'est un matériau naturel et qui est encore plus résistant que le Kevlar. Et la colle qui sert de liant entre le byssus et la paroi, c'est une des colles de la nature et qui est la plus puissante, quoi. Donc on a beaucoup de choses à apprendre de la nature, plein de choses qu'on ne connaît pas encore dans la nature, quoi. Exactement, tu cites les moules et à raison. Mais moi, je pourrais citer encore un autre exemple qui est un peu issu de nos abeilles, c'est que les structures des ailes d'avion sont ce qu'on appelle des nids d'abeilles, pour avoir une flexibilité et en même temps une rigidité suffisante pour porter plusieurs dizaines de tonnes. Voilà. L'exact et la forme parfaite pour utiliser le moins de matière et pour une solidité la plus... Voilà. Moi qui suis aveyronnais, d'origine, il y a l'église de Donnay-le-Château, une des églises de Donnay-le-Château, côté de Rodez, dont la structure est fabriquée en lamellé-collé, donc du bois lamellé-collé, donc coupé et même contre-collé. Et ça fait toute une structure. Si vous êtes curieux, vous allez voir sur Internet, vous cherchez église nid d'abeille Onnet-le-Château, O-N-E-T, puis O-N-le-Château, et vous verrez, c'est une structure à nid d'abeille. Toute l'architecture est faite à nid d'abeille, c'est magnifique. Et c'est quelque chose qui va durer des années, tant que le bois est sec et ne pourrira pas, ça survivra même au bâtiment en pierre, j'en suis persuadé, quoi. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Moi, de mon côté, je mettrai les coordonnées que tu me transmettras dans la description, ou après les gens pourront directement te contacter par le site Jabprod, jabprod.com ou .fr. Jabprod.fr. Et voilà, ou me contactez moi et je donnerai les coordonnées avec plaisir pour la transmission, si les gens
ont des idées. Puis vous qui regardez cette vidéo, si vous connaissez des gens que ça intéresse de reprendre une entreprise française, éco-responsable, voilà, qui agit, qui travaille dans le bon sens, il y a- il- tout reste à faire dans le futur. Et il y a plein de choses qui peuvent être encore développées. Voilà, voilà. Autre chose Exactement. ou Alors, non, le pas mot de la fin? grand-chose. J'avais quelque chose tout de suite en tête, mais non, ça s'est évaporé aussi vite que c'est arrivé. Oui, je souhaite que vraiment nos décideurs puissent avoir le visuel sur ce qu'on vient de faire. Je suis très content que tu sois le premier qui soit aussi impliqué et qui ait eu envie d'entendre un peu et de communiquer sur ce que je fais depuis plus d'une décennie. Et ça peut très bien déboucher sur des choses chouettes pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, il faut juste préciser aux gens qui se disent, tant pis, on va quand même commander un piège chez Japprod. On a une promotion, il faut le dire, jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est un cadeau de Noël qui peut être utile pour l'année prochaine. Tous ceux qui ont eu des nids chez eux cette année ou les années précédentes, se dire, tiens, on va commander un piège on va mettre un piège sous le sapin, Ça a de la même gueule sous s'il le arrive sapin, comme on dit. Ouais. voilà, même s'il arrive qu'au mois de janvier, on est encore dans les clous. Mais vous pouvez avoir une promotion s'il est commandé jusqu'au 31 décembre. Dans tous les cas, bien sûr qu'à l'entreprise, les gens auront aussi leur congé de vacances de fin d'année. Mais bien sûr que toutes les commandes seront soumises à une réduction jusqu'au 31 décembre. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup pour pour ton temps d'échange et toutes les choses intéressantes que tu as eu à nous dire. Oui, mais c'est chouette. Voilà, on se dit à bientôt. Tout le courage pour la suite, tout le meilleur pour la reprise de JabProd et puis pour tes projets futurs. Ça marche. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toi.